Le 28 décembre 1895 marque symboliquement l'acte de naissance du cinéma. Dans la salle du Grand Café, un pianiste est là, il joue sur les images des Frères Lumière. Pourquoi un musicien est-il déjà présent au premier jour du 7e art? Musique et cinéma sont-ils dès l'origine inséparables? Peut-être qu'il faut se rappeler que la projection d'un film était ponctuée d'une quantité d'épisodes musicaux. Vous aviez les ouvertures qui annonçaient le début de la séance, les intermèdes qui assuraient les transitions entre les différents genres de films qui composaient le programme, les retraites qui précédaient les entr'actes ou qui accompagnaient le public vers la sortie. On se souvient que dans la première salle fixe parisienne, le cinématographe Lumière, qui est fondé en 1896, eh bien, on trouve une salle d'attente où officie un quatuor de cordes ou de saxophones, sans parler des parades et des fanfares qui précèdent l'arrivée des cinémas forains dans le moindre village. C'est que le cinéma, à cette époque, ressortissait sans doute davantage de l'art forain, de l'art du cirque, de l'art du bonimenteur, parfois de l'art de la marionnette, que de l'art abstrait, pur. Alors, qu'est-ce que vous pouviez avoir? Le cinéma avait en général en stock des partitions plus ou moins longues pour chaque situation. Vous pouviez avoir la scène de meurtre, avec l'accompagnement adéquat, scène de voyage, de départ, de retour, de départ avec espoir de se revoir, ou de départ sans aucun espoir de se revoir, des scènes de dispute entre couples, en intérieur bourgeois, mais aussi en intérieur ouvrier, ce n'était pas forcément la même musique, plusieurs mélodies extraites du répertoire classique, où chaque fois, une action va être associée à une émotion en particulier. Une espèce de répertoire, finalement, d'émotions musicales associées aux scènes dans lesquelles on pouvait les voir, les entendre au cinéma. Ce n'est que petit à petit que la musique au cinéma va conquérir ses lettres de noblesse. Bientôt, on ne va plus se contenter de ce pot-pourri musical et on va faire appel à des créateurs de métier, des compositeurs. Alors, les grands musiciens classiques français sont les premiers à accepter de collaborer à l'écriture de musique pour le cinéma. 1908, Saint-Saëns, qui écrit une partition pour L'assassinat du duc de Guise, d'André Calmette et Charles Le Bargy. La redécouverte du muet n'est pas sans rappeler la révolution baroque, parce qu'elle s'est faite également à l'initiative de quelques pionniers. Il faut citer les Giornate del Cinema Muto de Pordenone. Et puis, à partir des années 1980, une nouvelle lecture du cinéma muet est proposée, comme les baroques l'avaient fait du répertoire préclassique quelques décennies auparavant. Selon Christian Bellègue, qui était le fondateur du cinéma, du festival Ciné-Mémoire, qui a eu lieu à Paris entre 1991 et 1995, et qui a été l'un des principaux artisans de cette redécouverte en France, je le cite, « La musique est ainsi devenue le complément nécessaire et le stade ultime de la restauration. Son rôle est double. La musique permet une large diffusion du film en associant des publics nouveaux à la projection et en la réinscrivant dans le cadre du spectacle et de son histoire. D'autre part, en soumettant le film à des interprétations, au même titre qu'une pièce de théâtre ou qu'un opéra, elle le rend notre exact contemporain et lui confère une actualité toute différente du film sonore, lié à jamais à l'époque qu'il a vu naître. » Aujourd'hui, ce nouveau type de spectacle a conquis un public, le film muet avec accompagnement musical qu'on nomme parfois cinéma en concert ou à l'inverse concert cinématographique, voire pour ne froisser aucune susceptibilité ciné-concert. Ce genre-là est en plein essor. Sa présentation connaît des variantes. Vous pouvez avoir des reconstitutions historiques qui vont s'efforcer de retrouver la partition originale et de l'interpréter dans l'esprit de l'époque. Vous pouvez avoir des improvisations solistes au piano ou à l'orgue, parfois à l'orgue de cinéma quand c'est possible. Il arrive, mais ça coûte cher, qu'il y ait la commande d'une nouvelle musique à un compositeur d'aujourd'hui. On peut citer à cet égard la partition de Pierre Janssen et Antoine Duhamel pour Intolérance de Griffiths en 1985. J'ai eu la chance d'assister à cette première, je n'étais pas très vieux. Sans parler de l'engagement de formations qui sont parfois issues des musiques électroniques que l'on emploie de temps en temps pour des films d'épouvante, pour des films où l'angoisse est présente, voire pour des mélos, ce qui ne me semble pas toujours être toujours adéquat. Mais vous avez musiques électroniques, musique improvisée, jazz, par exemple Artzoid, l'Arfi en ont fait partie.
Le public s'élargit même aux abonnés des chaînes thématiques de télévision que leur soif d'image a amené à s'engager dans la production et à la diffusion de ce genre de spectacle, comme le remarquait naguère feu Jacques Poitras, qui s'occupait du cinéma muet pour Arte. Grâce au projet Lumière, l'Europe technocratique s'est donné les moyens de faire sortir le muet des tiroirs. Les subventions accordées ont permis aux laboratoires, Bologne, La Haye par exemple, de prendre en charge le volet industriel de cette politique artistique. Gaumont, Canal+, etc. trouvent leur intérêt à participer à la restauration des films. Et le succès est tel que, parallèlement aux festivals spécialisés, des festivals généralistes comme celui de Berlin commencent à présenter des films muets, et c'est donc paradoxalement en sortant du silence que le cinéma muet a su s'imposer hors des cercles spécialisés des cinéphiles pour gagner le cœur des mélomanes. Alors, entre ces deux positions extrêmes, je vous rappelle, d'un côté, vous auriez le fait d'être dans la paraphrase, ce que j'appellerais le Mickey Mousing, qui peut avoir un certain intérêt quand il s'agit de films burlesques, pourvu que l'on ne soit pas en retard par rapport à l'image. Rien de pire, bien entendu, lorsque vous voulez souligner un gag, que de le souligner a posteriori. L'anticiper, ça peut aller, mais le souligner à la posteriori vous condamne évidemment à quelque chose qui ne sera guère apprécié, je pense, du public. D'un autre côté, donc, vous auriez cette façon trop systématique d'être à contrepoids par rapport à l'image. Je vais essayer d'en revenir un petit peu à ces deux types de lecture sur un extrait de l'Aurore de Murnau. Heureusement, entre ces deux positions extrêmes, l'arc-en-ciel des nuances et des options est très étendu. On a tout loisir d'ébaucher les linéaments d'un langage personnel. On est libre aussi, ça et là, de pasticher tel ou tel style d'un grand nom de la musique ou encore d'une époque dont l'atmosphère paraîtra peu ou prou adaptée au mouvement de l'image, aux sinuosités de l'intrigue ou encore tout simplement à l'économie des émotions.